Il était très attendu et suscitait beaucoup d'espoir quant à l'éclosion du commerce intra-africain, évalué aujourd'hui à seulement 15%. L'Afrique est à la traîne par rapport aux autres continents, mais est en bonne voie de rattraper son retard avec le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Un lancement en grande pompe organisé à Niamey au Niger et qui a vu le Nigeria et le Bénin apposer enfin leur signature sur cet accord dont on vante si tant les avantages. Au total donc, 54 pays sur les 55 que compte le continent noir sont en lice pour profiter de cet accord qui vise à créer le plus grand espace commercial au monde. Un marché qui devrait être actif à partir du 1er juillet 2020. Un marché aussi unique du continent pour les biens et les services avec la libre circulation des biens, des personnes et des investissements. Si l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine était bien appliqué, le produit intérieur brut de la plupart des pays africains pourrait, selon la CNUSED, augmenter de 1 à 3% une fois tous les droits de douane éliminés. Mais les pays africains sont-ils réellement prêts à profiter des nombreux avantages qu'offre la ZLECA ? Quelles sont les dispositions que chaque pays signataire devrait prendre à son niveau pour en tirer le maximum tout en laissant aux autres la liberté d'en faire autant? Voilà quelques préoccupations que j'aborderai aujourd'hui avec mes invités dans ce numéro d'Espace Éco. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ce débat, je reçois M. Serge Vianou. Il est juriste fiscaliste, spécialiste du droit bancaire et financier également, associé dans le cabinet Fiscagès. En face de lui, nous avons M. Georges Kochou. Il est consultant en développement. Merci, chers invités, d'avoir accepté mon invitation. Merci, madame. Alors, avec le lancement de la ZLECA, est-ce que nous pouvons considérer que tout est enfin prêt pour le commerce intra-africain? Je crois que d'entrée de jeu, le minimum est fait. Le minimum, c'était cette volonté politique qu'il fallait pour que cette zone prenne vie. Maintenant, la partie technique commence afin que la réalité sur le terrain, dans le quotidien des acteurs du développement, des acteurs économiques de l'Afrique, puisse devenir quelque chose de tangible. Mais, d'ores et déjà, on peut dire que c'est un grand pas. C'est un très grand pas. Et je crois que, vu ce qui a été fait, ce qui va venir, ceux qui ont traîné comprendront qu'ils ont tort, ou ils ont eu tort d'avoir traîné et fait en sorte que ça ne soit pas fait plus tôt. En quoi ont-ils tort, puisque rien n'a commencé encore? Ils ont tort parce que, imaginez un instant que tous les 55 pays d'Afrique avaient signé un mois après et ont décidé de réfléchir, de travailler à ce que cela devienne une réalité. On pourrait commencer cette année, pas en 2020. Et on aurait pu, clairement, au lieu d'aller faire du lobbying auprès de ceux qui ne signaient pas, on aurait pu consacrer cette énergie à voir qu'est-ce que vous pouvez produire mieux que qui, à serrer, à faire en sorte que les zones fonctionnent. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer par réfléchir à dire, OK, quels sont les produits que vous voulez mettre dans le panier afin que ça aille. Monsieur Vianou, nous sommes dans la phase opérationnelle. Vous estimez que c'est un peu tard? Non. Qu'on aurait pu aller plus vite? Aller plus vite, je pense que toutes choses se font en temps opportun, mais on aurait pu aller plus vite si des pays n'avaient pas réchillé un peu à signer cet accord. Mais ces pays aussi ont en partie raison. Quand je prends le Nigeria fait avoir des garanties pour la protection de ces industries. C'est vrai, on a la volonté politique et l'accord est signé.
Et je crois que 27 pays l'ont déjà ratifié. Mais le problème qui se pose, c'est la protection des industries. Parce qu'il y a déjà des pays ou des zones qui ont déjà des accords de libre circulation de biens avec des pays développés. Et je prends les accords ACPUE, il y a eu des accords avec entre des pays africains et la Chine. Le risque est grand que ces pays développés profitent de cette zone de libre-échange et déversent leurs produits en Afrique, ce qui va grandement concurrencer les industries naissantes africaines. Donc je pense que ce sont tous ces préalables que les autres pays n'ayant pas signé voulaient qu'on mette en place. Actuellement, il y a des négociations par rapport à la proportion de valeur ajoutée dans les produits pour qu'ils aient quand même un certificat d'origine africaine. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a un problème que nos dirigeants qui gèrent la zone de libre-échange continentale règlent. Il faut je suis partisan d'une certaine forme de protectionnisme en faveur des industries africaines. C'est pareil pour vous, M. Coutu? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que, d'abord, en Afrique, j'ai constaté quelque chose, et je déplore ça vivement. Nous pensons que nous avons tout le temps. On n'a pas tout le temps. C'est une fausse lecture de la vie, pour commencer de façon générale. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, on décide de mettre ça à demain. Pourquoi? C'est de la nonchalance. Je ne crois pas que ce qu'on peut faire aujourd'hui, on puisse mettre ça à demain parce qu'on veut. Mais il faut faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et demain, faire ce qu'il faut faire demain. Ce qui se passe ici, et je dis qu'on aurait pu avancer très rapidement, c'est que d'abord, il faut voir le concept. Quel est l'Africain qui va me dire que lui n'est pas d'accord de commercer avec les autres Africains? Il n'y en a pas. Ça, c'est d'abord des principes. Et sur la base du principe, on peut dire oui, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons dedans? Ça devait être une démarche très simple. Nous sommes d'accord, maintenant, qu'est-ce que nous mettons dedans? Donc maintenant, tout le monde se met autour de la table et on travaille à ce que ça marche. On va définir les pourcentages de quel produit, mais il y a un fait. En parlant d'origine, ça doit être plus de 50%. Ça l'en est. Maintenant. Ils sont à 110%. Non. Ils veulent 110%. J'aurais aimé qu'on veuille même soit 80%. Mais le truc, c'est que ceci. Déjà, tout le monde saurait que quand on veut parler d'origine d'un produit originaire du Nigeria, made in Bénin ou bien made in Côte d'Ivoire, on doit savoir que au moins la moitié de la main-d'œuvre est restée sur place. C'est déjà un acquis. Ça ne devrait pas poser de problème pour négocier ce qu'on veut mettre dessus. Hein. Ça fait un. Les accords ACPUE, moi, je les combats farouchement. C'est d'accord. Si vous lisez ces accords, cela vise à transformer nos pays en comptoirs commerciaux, comme au temps colonial. Bien sûr. Et la zone de libre-échange ne sera jamais utilisée comme un tremplin pour les accords ACPUE. C'est mieux même ça qui nous sauve des accords ACPUE. Parce que les accords ACPUE n'ont pas été ratifiés par tous les pays encore. Parce que, les accords de Cotonou dont on parle, si ça la passe, mais c'est fini. Parce que, de l'autre côté, c'est vrai que Trump est venu au pouvoir et la zone de libre-échange entre l'Asie, le Pacifique et les États-Unis n'ont pas marché. Sinon, les pays africains qui exportent beaucoup de produits vont disparaître, économiquement parlant, dans certains domaines. Parce que le Vietnam était le pays le mieux visé pour remplacer rapidement les pays africains en termes de ces productions. Et je disais dans le temps, l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est vrai, ça a c'est méli-mélo, mais c'est un avantage pour que les Africains se consolident économiquement avant de faire face à celui qui va venir, qui peut encore opter pour ce genre de zone de libre-échange. Et du coup, plus de 60% de l'économie mondiale va circuler là-bas. Nous, on est combien? Mais figurez-vous ceci. Si nous sommes une zone de libre-échange et que nous pouvons aller jusqu'à parler d'une seule voix, d'office, l'Afrique deviendra économiquement la 6e ou la 7e puissance au monde. Parce que notre PIB sera autour de 3 000 milliards de dollars, qui sera plus fort que
le PIB de la France, celui de l'Italie, est au même niveau ou plus que celui de l'Allemagne. Nous serons en train de concurrencer en tête. Parce que il faut tenir compte. Il y a le PIB valeur monétaire, il y a le PIB valeur réelle. Qui est quoi? Un bien, une maison au Bénin, ça demeure une maison aux États-Unis. Bien construit, même norme, ça demeure une maison aux États-Unis. Mais la valeur de la monnaie fait que la maison au Bénin n'aura pas les mêmes valeurs que la maison aux États-Unis, puisque on va faire la convertibilité en dollars. Donc, si on arrive dans un premier temps à établir cette parité en levant la valeur monétaire, notre croissance dans le temps, on peut devenir une zone très développée très rapidement. Non seulement ça, avoir cette zone de libre-échange, ceux qui rechignaient à signer cet accord, je ne sais pas s'ils ont vu le côté affaires, le côté business. Parce que, si vous voyez toutes les infrastructures en Afrique, jusqu'à dans un passé récent, avec l'investissement de la Chine dans l'initiative Contour et Route. Avant ça, là, tout est fait pour que tout ce que nous produisons, nous avons comme ressources minières, sorte du continent. C'est maintenant qu'on est en train de vouloir travailler ensemble, nous, comment appelle-t-on, échanger entre nous davantage pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Donc, cette zone vient régler un problème. Et pour que entre Africains, on se parle. Entre Africains, on travaille ensemble. Qu'on aille chercher ailleurs pour venir développer nos pays. Alors, M. Vianon, M. Coutu appelle l'Afrique à parler d'une seule et unique voix, ce qui est quand même difficile à faire, non? Quand on est 54 pays et qu'on a des intérêts plutôt divergents. Non, l'objectif de la zone de libre-échange continentale est d'arriver à parler d'une seule voix, d'avoir une seule union douanière et de parler d'une seule voix en termes de politique commerciale. Mais on est encore loin de là. Non, on n'en est pas loin, puisqu'il y a déjà la volonté, il y a déjà le côté institutionnel qui est déjà mis en place. Quoi qu'on dise, on devra en arriver là. Et on n'a pas le choix. D'abord, il y a même déjà près de 8 zones, zones économiques comme ça en Afrique. Qui fonctionnent K1, K1? Non, certaines fonctionnent bien, d'autres pas. Par exemple, quand on prend l'UEMOA, quoi qu'on dise, et la CEDEAO, quoi qu'on dise, ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. La SADC, ça fonctionne. Mais nous sommes déjà à un pas d'une union de douaniers africaines. On n'a pas le choix. La zone de libre-échange vise la suppression des barrières douanières. Quand on supprime les barrières douanières, c'est qu'on forme une seule union douanière. C'est fondamental. Mais il faut que les pays africains s'organisent pour tirer profit de cette zone de libre-échange à travers les infrastructures, puisque c'est difficile maintenant de relier. Les pays ne sont pas reliés entre eux pour pouvoir échanger entre eux. Pendant longtemps, puisque les infrastructures étaient faites sous l'égide des puissances financières internationales, pendant longtemps, on a toujours mis en place des infrastructures quittant les ports pour les zones de production, pour acheminer les matières premières vers le port et acheminer encore les produits manufacturés dans les zones de consommation. Donc je pense que si les pays africains, les institutions en charge de mettre en place cette zone de libre-échange, réfléchissent bien, travaillent dans le sens qu'il faut, je pense que nous allons aboutir très rapidement à cette union douanière. Très, très rapidement. En quoi faisons exactement? Non. En démarrant effectivement le 1er juillet 2020 et en harmonisant nos politiques douanières et commerciales. Et c'est ça l'objectif de la zone de libre-échange. Quand il y a une zone de libre-échange, c'est que les barrières douanières sont supprimées. Il y a la libre circulation des investissements, il y a la libre circulation des travailleurs, et il y a une politique extérieure commune. C'est ça l'objectif même de la zone de libre-échange. Mais il faut que les accords de libre circulation des biens des personnes qui ont été faits avec des puissances étrangères soient... On en profite pour régler, comme ce qu'on veut, le Niger veut faire avec l'ECO. C'est ça. Donc, c'est déjà mis en place. Et je pense que d'ici là, on en arrivera là. On n'a pas le choix. Jos Coutu, la suppression des barrières douanières, c'est aussi une question épineuse. Bon,
c'est pas du tout une question même. Parce que ça fait partie du processus normal d'une zone de libre-échange. Donc ça sera fait très facilement. Très, très facilement. Et moi, je vais inviter les Africains de tous les pays à comprendre ceci. Nous n'avions pas de pays. Nous étions sur un territoire. Si ce n'est pas le congrès de Berlin, on ne parlerait pas de Béninois, de Camerounais, d'Algériens, de Français, de Sud-Africains et consorts. On a décidé de nous séparer. Maintenant, le temps est venu de travailler. Si un chef d'État, vous voulez élire quelqu'un qui ne veut pas promouvoir ça, ne l'élisez pas. Il est temps maintenant de travailler dans le sens de l'unité. Dans vos choix, il faut que ceci devienne impératif pour que ceux qui viennent à la tête des différents pays travaillent pour que les Africains soient ensemble et non travaillent contre les Africains. C'est très important. Parce que il peut y avoir des brebis galeuses qui vont décider de dire non, on ne veut pas respecter les accords et commencer par mettre des freins au système mis en place. Et au niveau des autres chefs d'État qui mettent des mécanismes en place pour pouvoir isoler ces genres d'initiatives qui peuvent venir de certains chefs d'État. Parce que c'est très important. On ne peut pas vous détruire de l'extérieur facilement si de l'intérieur n'est pas gâté. C'est ça qu'il faut que l'Africain comprenne, qu'il faut consolider le continent. Il faut faire en sorte, nous n'avons pas le choix. Vous savez quoi? La force d'une économie se prouve aussi par le nombre de milliardaires qui sont produits par le pays. Aujourd'hui, combien de milliardaires vous allez produire avec 11 millions ou 12 millions d'habitants? C'est un problème. Mais avec 1,2 milliard d'habitants, je vous garantis que chaque année, si vous ne produisez pas 100 milliardaires, c'est que vous n'avez rien fait. Il faut aller voir en Chine. Donc, nous, c'est une chance pour les Africains, en fait. Parce que tout un marché est à leur portée. Maintenant, c'est à eux de se donner les moyens d'aller sur ce marché-là. Justement, M. Vianon, comment est-ce que chaque pays pourrait réellement tirer profit de cette zone de libre-échange? Il faut, comme préalable fondamental, l'industrialisation. Il faut produire, puisque c'est un marché. La zone de libre-échange, c'est d'abord un marché. C'est un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. 1,2 milliard de consommateurs. Donc, il faut produire. Quand on parle de la Chine ou de l'Inde, qui sont devenus des grandes puissances, c'est parce qu'à l'origine, il y avait d'abord leur marché intérieur. Les produits chinois consommés au sein de la Chine seuls constituent déjà une réussite pour l'entreprise qui commercialise ces produits. C'est comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est 300 millions de consommateurs qui ont le pouvoir d'achat. C'est comme le Nigeria. Le Nigeria, c'est quand même 180 et quelques millions qui consomment, c'est des consommateurs. Maintenant, nous sommes à 1,2 milliard de consommateurs. Pour que les pays africains profitent de cette zone de libre-échange, il faut l'industrialisation. Deuxième chose, il faut la mise à niveau des entreprises pour leur comprendre que l'environnement dans lequel elles évoluent maintenant n'est plus un environnement étroit. Je pense que c'est les petits pays qui ont plus à profiter de cette zone de libre-échange que les grands pays. Il faut industrialiser. Il faut développer les infrastructures reliant les pays entre eux. Il faut qu'il y ait des voies qui nous relient au Nigeria, qui nous relient au Tchad, qui nous relient au Niger, à tous les pays, qui nous permettent d'écouler nos produits. C'est ça. Ce sont les deux préalables. Troisième chose, il faut permettre l'accès au financement à travers des mécanismes appropriés. Donc je pense qu'à travers ces trois fondamentaux, je pense que les pays africains vont vraiment profiter de la zone de libre-échange. Quatrième. Vous en avez encore. Oui, ce qui serait sous-tendu par une certaine forme de protectionnisme temporaire pour permettre aux entreprises de grandir. Ce qui passe par la suppression ou une autre renégociation des accords de libre-échange que nous avons avec les pays européens et les autres pays développés. C'est fondamental. Chaque pays, à un moment donné, protège son économie. Actuellement, Trump protège les entreprises américaines. Et cela a obligé la Chine à ouvrir son marché aux étrangers. Pendant des années, les Chinois, ils investissent les marchés étrangers, mais ferment leur marché. Ils posent beaucoup de conditions. Maintenant, sous l'impact des actions de Trump, ils ont ouvert
le marché. Donc, il faut protéger à un moment donné à travers des normes ou bien des critères qui sont mis en place. Puisqu'on nous dit que c'est contraire aux accords de l'OMC, mais c'est faux. Tous les pays développés protègent leur économie jusqu'à aujourd'hui. Il y a les accords ACPUE, mais croyez-vous que tous les produits visés par ces accords fabriqués en Afrique peuvent rentrer dans le pays? Ils vont vous parler de normes, ils vont vous parler d'agriculture biologique, ils vont trouver des thèmes et protéger les entreprises. Nous aussi, on doit le faire. C'est l'un des critères fondamentaux pour la réussite de la zone de libre-échange. Il ne faut pas que les autres pays, les pays développés, profitent de ces zones de libre-échange pour venir. 40 ans. Présenté sous cette forme, on va vous combattre. Définitivement. Il n'y aura pas de protection. Je suis contre la protection. Mais je suis pour la promotion. C'est-à-dire que quoi? Dans nos accords, si nous décidons que pour qu'un produit soit déclaré de la ZLECA, il faut que le produit soit fait au moins à 70% dans l'espace ZLECA. Nous définissons les règles. Tout produit qui ne respecte pas ça ne va pas en bénéficier. Et je crois que c'est là où la corruption et les lobbies vont jouer maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Parce que quand ils vont réussir à déformer un peu les règles, ce sera facile de faire du dumping. Et donc, du coup, retarder ou empêcher l'industrialisation du continent. Mais figurez-vous que la Chine a acheté des terres, l'Arabie Saoudite a acheté des terres, les États-Unis sont dans le processus. La France a déjà des terres de l'époque coloniale qu'on revendique à tout va maintenant. Ils vont s'installer. Ils sont sur le continent. C'est pourquoi je disais dans l'une de mes interviews, je ne voudrais pas que ce développement se fasse sans nous. Vous avez vu, en Afrique du Sud, les Blancs se sont installés. Ils ont développé l'Afrique du Sud pour eux. Les Noirs sont restés. C'est maintenant que les Noirs essaient de rentrer dedans. C'est pourquoi ils disent, c'est maintenant le moment de faire les tests qu'il faut et d'avoir la ressource humaine nécessaire pour faire face à ce qui arrive. Vous n'allez pas pouvoir nourrir 1 milliard, voire 2 milliards d'âmes en faisant ce que nous faisons. Les petites entreprises qui existent dans les différents pays, le moment est venu pour vous adresser aux gens qui font la même chose dans d'autres pays africains comme vous, pour chercher à créer des alliances. Parce que le moment va venir, on va installer une société ici qui a une filiale à l'étranger. Il lance une OPA sur vous, vous disparaissez. Si vous ne vous mettez pas ensemble, comme les pays sont en train de se mettre ensemble, vous-même en tant que structure, vous n'allez pas pouvoir exister. Pourquoi? Parce que quand le marché commence par grandir, on commence par produire à grande échelle, les petits vont chercher seulement des niches pour pouvoir exister. Est-ce que ça va exister encore dans une économie qui essaie de grandir? Je ne crois pas. Donc, maintenant, pour se protéger, il faut être fort. Protectionnisme, on ne peut pas maintenant. Ce que nous pouvons, c'est de mettre en place des règles qui font qu'on ne peut pas nous dribbler. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc, c'est ce qu'ils vont mettre dans les tests là. Pour qualifier un produit originaire de la zone, c'est ça qui va déterminer la suite. Sinon, nous allons faire la ZLECA, on va faire quelques milliardaires, on va avoir un tissu industriel bien, mais qui ne nous appartient pas. Ça va appartenir aux capitaux étrangers. Serge Vianou, une réaction? Oui, quand je parle de protectionnisme, ce n'est pas qu'on va afficher protectionnisme, on va mettre en place les règles qu'il faut pour protéger notre économie. C'est fondamental. Vous savez, quand un accord n'arrange pas les États-Unis, ils s'en retirent. Ou bien ils ne signent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Juste, c'est ce que je vous dis. Oui. Donc, on ne peut pas parler de certaines choses quand on n'est pas encore là. Non, mais c'est des préalables à mettre dans les tests. Quand on prend notre code, par exemple, notre code des investissements, vous savez, quand vous voulez investir à partir de 5 milliards ou de 3 milliards ici, vous négociez vous-même avec le service des impôts. Vous négociez ce qui vous arrange. Et on ne vous empêche pas on vous permet de rapatrier librement vos bénéfices. En Chine, vous ne pouvez pas faire ça. Quelle que soit votre force, quand vous voulez vous installer, vous devez faire une joint venture obligatoire. Mais c'est ce qui devait être le cas. Oui.
Donc, c'est une forme de protectionnisme qui ne dit pas son nom. Il faut mettre en place... Non, ça c'est de la promotion, parce que vous faites la promotion... Donc, on dit les mêmes choses avec des thèmes différents. Non, parce que il faut... si vous n'avez pas des gens pour répondre, vous allez devenir spectateur. Je suis d'accord. Donc, pour être acteur, il faut que vos gens participent. Et il y a quelque chose que je dénonce dans les pays africains. Vous savez, que ce soit les États-Unis, l'Europe, ils se sont développés comment? Avec quel type de capitaux? Privés. Non. Ils se sont développés avec les capitaux après abus des autres nations. Oui. Les États-Unis se sont développés parce que pendant 400 ans, certains ont travaillé sans recevoir de salaire. Bien sûr. Et l'Europe s'est développée parce qu'on a abusé sérieusement de l'Afrique. Je suis d'accord. Aujourd'hui, attendez, on nous impose les mêmes règles pour le mouvement des capitaux. Et nous aussi, nous sommes dans l'ambiance et on joue le jeu. Nous oublions que nous n'avons pas créé le jeu, nous serons perdants à ce jeu-là. Nous, si on ne permet pas qu'il y ait des capitaux qui viennent chez nous en Afrique pour venir investir, s'installer, faire du bon boulot, nous allons rester là, nous allons parler. Et qu'est-ce qui va se passer quand toutes les règles sont bien huilées et c'est seulement leurs capitaux qui puissent venir? Vous allez crier après. Mais nous ne rendons pas service à nos enfants, aux générations à venir. Parce que nous sommes en train de vouloir suivre des gens qui, eux, créent le jeu. Vous savez quoi? Vous ne pouvez jamais battre quelqu'un sur son propre terrain. Sauf si c'est un con. Si c'est quelqu'un qui est normal, vous ne laissez jamais le battre sur son terrain. Et nous ne créons pas nos jeux. C'est pour ça, ici, il faut qu'on crée nos jeux. Il y a des thèmes. Vous savez, en diplomatie, si je viens vers vous et que je veux vous tuer, je vous dis je vais vous tuer, vous allez vous laisser faire? Non. Ok. Mais quand je parle... Celui qui veut vous finir ne vous dit pas qu'il veut vous finir. Il y a des thèmes qu'il ne faut pas mettre dedans. Protectionnisme, oubliez ça. Non, quand je dis... Dans la promotion, vous pouvez faire des choses qui ressemblent à ça. Mais vous faites votre... La Chine n'a jamais dit qu'elle est protectionniste. Non, quand je dis qu'il faut... Mais la Chine a fait du protectionnisme. Quand il y a eu déficit de la balance commerciale des États-Unis, ils ont dit, vous devez relever votre monnaie. Vous allez voir, dans les années à venir, la Chine va relever sa monnaie à un niveau pour dépasser les États-Unis. Parce qu'ils font un travail d'abord. Eux, ils ont un plan et qui suivent méthodiquement. Mais nous, c'est maintenant, il faut établir ce plan. Quand je dis qu'il faut du protectionnisme, je ne dis pas qu'on va parler de protectionnisme, mais qu'il faut qu'on mette en place des règles pour protéger. Et il a dit quelque chose qui est très important. Nous, les Africains, nous participons, nous suivons toutes les règles du jeu mis en place. Quand je prends les normes prudentielles, les accords de Bâle, qu'est-ce qui nous concerne, nous, les pays africains, dans les accords de Bâle? Rien. Puisque toutes les crises financières qui ont été observées dans ce monde sont le fait des pays occidentaux. Mais nous, on subit, on parle d'accord, normes prudentielles, nous on suit, on applique sans réfléchir. C'est le temps, comme il a dit, de mettre en place des règles actuellement avec des ressources humaines qu'il faut pour protéger, pour promouvoir nos entreprises. Mais quand on parle d'investissement et que les investissements doivent forcément venir de l'extérieur, je ne suis pas toujours d'accord. Je pense qu'il y a assez de capitaux en Afrique pour pouvoir impulser un développement de nos entreprises. Vous savez, le problème qui se pose en Afrique, c'est que les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise sont systématiquement combattus par les pouvoirs en place ou bien par la mentalité populaire. Il faut qu'on arrive à comprendre que le développement ne pourra se faire que par les entreprises en Afrique. Quand on en sera là, on va pouvoir promouvoir notre économie. Nous n'avons pas toujours besoin des investissements étrangers. Parce que quand un investissement vient, quand quelqu'un vient investir dans votre pays, il conserve la propriété de son investissement. C'est clair et net. Mon cher Avessèche, nous ne pouvons pas dire ces choses-là maintenant. D'accord. Vous savez quoi? On a besoin de tout le monde. C'est vrai. Moi, je dis aux gens que pour développer le Bénin, on n'a pas besoin de sortir du Bénin une fois dans une année pour développer le Bénin. Il y a des béabas, des préalables qui sont là, qu'on peut faire. On a ce qu'il faut déjà pour le faire. Mais pour aller à une grande échelle, nous n'avons pas ça. Si nous voulons faire un chemin, un système de chemin de fer qui relie tous les pays d'Afrique, les capitaux nécessaires. Moi, j'ai écrit un projet. Aucun pays africain ne peut le financer. Ce sera peut-être le projet du siècle.
pour la zone de l'Afrique centrale. Si on le fait, ce sera une zone hyper développée. Mais le problème, c'est que quand on a fait un préalable, il faut au moins 450 milliards de dollars pour couvrir au moins 5 pays. Qui va vous donner 450 milliards en tant qu'Africain aujourd'hui? Non? Vous avez besoin des gens pour venir. Mais il faut créer votre système pour que quand les gens arrivent dedans, vous puissiez tirer le maximum. Vous n'allez pas tout tirer. Ils auront leur part. Oui. Mais vous tirez le maximum. Même quand les gens créent leurs règles, réfléchissez. C'est pourquoi il dit on n'a pas des gens qui réfléchissent pour nos pays. Qu'est-ce qui fait, nous, notre intérêt? Quel est notre... C'est pourquoi il dit le travail se fait maintenant. Qu'est-ce qu'on définit? Qu'est-ce qu'on met dans ce qu'on est en train d'écrire? Est-ce qu'on n'est pas en train de travailler bêtement pour l'extérieur du continent? C'est ça qu'on fait. Si on le fait, c'est tant mieux. Si on ne le fait pas aussi, c'est bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de l'argent qui va circuler sur le continent. À qui appartient cet argent ou à qui appartiendra cet argent? C'est là la question. C'est justement là où le problème se pose. Oui, c'est justement là où le problème se pose avec toutes les institutions que nous mettons en place en Afrique actuellement. Parce qu'on se rend compte que les cadres, ou bien tous ceux qui sont chargés de concevoir ces projets, ne font que répéter les règles des autres pays et tout organiser en faveur de ces pays-là. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Simplement parce que vous n'avez pas défini des intérêts africains. Quel est l'intérêt de l'Afrique? Et justement, comment changer la donne avec l'Asie de l'Éca? Pour changer la donne avec l'Asie de l'Éca. Puisque c'est le moment. Pour changer la donne avec l'Asie, la première des choses, c'est de savoir, OK, nous voulons que les échanges atteignent 60%. OK? D'ici, je crois, 50 ans, hein, c'est la marge qui est fixée. Mais ce taux que nous sommes fixés, qu'est-ce qu'est la part des Africains qu'on a réservé dedans? Quelle apporte que nous devons? Notre intérêt, c'est de que, OK, nous voulons que ces capitaux qui viennent, ou bien à la fin, qui est au moins que l'Afrique atteigne tel niveau de développement dans cette même période-là. Parce qu'il ne suffit pas d'échanger et de faire passer de l'argent. Maintenant, notre population doit arriver à tel niveau. Est-ce qu'il y a des... Bon, ça peut être des trucs secrets, mais il faut qu'on définisse ça. Même le fait de produire des gens riches, des hommes d'affaires, des milliardaires, c'est un de nos intérêts. Parce que c'est ceux-là qui peuvent parler ailleurs pour dire, OK, ici, là, ça, on peut investir et les gens vont venir. Mais est-ce qu'on a des gens comme ça? Et c'est les gens qui sont riches à l'étranger qui viennent maintenant donner de l'argent à ceux-là qui vont écrire nos tests et ils écrivent ce qu'eux, ils ont demandé. Vous savez quoi? On n'a pas les moyens de financer même les préparations de nos sommets. Donc, quand les gens viennent, ils préparent, eux, ils travaillent dur, ils travaillent très bien et ils vous donnent des tests déjà faits. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur des plateaux. Et non seulement on met vos gens tellement à l'aise qu'ils sont très contents, ils ne lisent même plus les documents, ils balancent ça dans le système. Et c'est après que tout le monde se rend compte que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, nous devons mettre les moyens d'abord là où il faut. Non seulement, ce n'est pas seulement les moyens qu'il faut mettre. Il faut, comme je l'ai dit au cours d'une émission, il faut d'abord redéfinir le concept de développement. Il faut que nous, Africains, nous sachions que le développement, là, ça veut dire ceci. Et qu'on sache que le développement ne se fera pas sous l'impulsion des pays étrangers. Parce que les pays extérieurs n'ont aucun intérêt à ce que nous, on se développe. Si nous, on se développe... Non, ils ont intérêt. Non. Ok, non. Moi je vais vous montrer ils ont intérêt, parce que si nous disons qu'ils n'ont pas intérêt... D'abord les explications de M. Viano. Vous aurez la parole tout à l'heure. Laissez-moi le bout de ma pensée. Quand c'est parce que nous ne sommes pas développés que nous signons bêtement les accords, certains accords de libre circulation par exemple. C'est parce qu'ils ne sont pas développés que des entreprises étrangères peuvent venir s'installer ici comme il le faut. Vous savez, si on était développé, si on avait des milliardaires comme vous dites, le paysage économique et financier serait occupé par des étrangers. Quand on prend nos pays, un pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire, c'est des pays où la plupart des grandes entreprises sont détenues par des étrangers. C'est parce que notre pays le permet
que ces gens-là viennent. C'est parce que nous n'avons pas de force locale qui a ça. Mais si on était développé, ou bien si nous avons la capacité financière qu'il faut ici, vous pensez qu'on va servir de... Toutes nos matières premières vont quitter ici sans transformation et partir? Non. Non, attendez. Un pays, le développement actuellement, ça se passe toujours au détriment d'un autre pays. Toujours. Actuellement, les pays comme la Chine ou l'Inde, quand ils investissent en Afrique, c'est pour assurer la pérennité de leur approvisionnement en matières premières. C'est comme ça. Regardez, un pays comme la République démocratique du Congo, qui est le plus riche en Afrique, et qui, à chaque fois, quémande de l'argent. Les batteries de télécommunication, les instruments de télécommunication, nous n'en avons pas. Toute l'information que nous avons, ce n'est pas les étrangers. Ce n'est pas possible. Ok. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand vous allez au Nigeria, les capitaux étrangers n'ont pas autant de facilité au Nigeria qu'ils en ont ici. Non. Il faut quand même lever des fonds et permettre aux entreprises africaines de devenir fortes. Sinon, nous ne pourrons jamais faire quoi que ce soit dans ce concept de modération de globalisation. C'est impossible. Vous savez, tous les pays du monde ont intérêt à ce que l'Afrique se développe. Je vais vous donner un modèle. La Grande-Bretagne a travaillé dur pour qu'aujourd'hui on ait les Hong Kong, les Singapour développés. Qui en bénéficie? C'est eux, d'abord. OK. Nous avons tendance à tourner tous nos malheurs vers celui qui est dehors, comme si c'est lui qui est celui qui a créé tous les problèmes. Non, attendez. On ne tourne pas. Attendez. Je pense on va écouter M. Koch. Attendez, nous devons inviter. Je connais des Américains, des expatriés qui ont investi au Nigeria, qui dorment au Nigeria, qui ont des jets privés qui sont au Nigeria, qui à partir du Nigeria, vont dans tous les pays. Vous avez combien au Bénin? 0. Je dis bien 0. Vous avez combien au Togo? Peut-être 1 ou 2. Les étrangers. OK. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que les gens sont mauvais ou on ouvre trop à l'étranger, non. On n'a pas assez ouvert à l'étranger encore. Mais on peut décider d'ouvrir à quelqu'un qui fait ça à côté au Nigeria. Le Nigeria fait du pétrole. Et on a créé des conditions pour que ceux qui rentrent en travaillant avec l'étranger puissent avoir de l'argent. Ils ont eu de l'argent. Nous, quelle est la politique que nous avons mis en place pour enrichir les Béninois? Ou pour enrichir les Togolais, pour enrichir les Ivoiriens? C'est ça la question. Si nous mettons cette politique en place, on a mis en place la politique de transfert de technologie. J'ai toujours donné cet exemple au Bénin. Il y a plus de 3 millions de motos qui circulent au Bénin. Si je suis l'État et que je mets en place un système qui fait que pour commander les motos, vous devez passer par une agence. On réunit tout le monde, on dit aux fabricants de la moto, si vous voulez, nous avons telle commande, mais à condition qu'une partie se fasse sur notre territoire. Et nous allons négocier les prix. Puisque celui qui a l'argent a le pouvoir. Mais on n'a jamais fait ça. J'ai dit, on a autant de motos, mais on ne fabrique même pas des tournevis dans la sous-région. Même pas rien du tout. Et nous, on importe des motos. Donc, ça dit que quoi? Nous donnons des centaines de millions d'emplois depuis plus de 20 ans aux pays d'Asie. Et on dit qu'ils sont développés, nous, on est pauvres. Mais c'est votre faute qui nous empêche de réfléchir et de mettre en place un système qui permette à ce qu'on profite de ce que nous sortons de nos poches. C'est justement, je dis qu'il faut réfléchir à mettre en place des mécanismes qui permettent aux entreprises africaines de grandir. Vous savez, ça là, ce n'est pas seulement... Quand vous prenez cet exemple simple, moi j'ai pris un exemple ici la dernière fois, celui du palais des congrès. Le palais des congrès simple là. Le boîte de nuit, aucun DJ béninois ne peut... Le boîte de nuit ne fonctionne pas parce qu'aucun DJ béninois ne sait comment manipuler la table de mixage. Ça rejoint ce que vous voulez dire. Vous savez, ce n'est pas à l'État forcément de mettre en place, de demander le transfert de technologie. Une entreprise qui importe tout le temps des motos peut choisir de commencer par les produits ici. C'est possible. Non.
Si. Quand on prend les produits congelés dont le Nigeria interdit l'accès à son territoire, est-ce qu'il y a une grande technologie pour congeler des poulets ou bien pour congeler du poisson? Vous savez quoi? Ici, quand on investit pour gagner, entre guillemets, vous faites du socha, du cha, en même temps, auto. Oui. Rien ne fait, il n'y a rien comme ça au monde. Donc, rien de durable ne se fait comme ça au monde. Justement. Donc, il faut d'abord qu'on quitte ce principe. Maintenant, quand vous parlez il n'y a personne pour utiliser le matériel, vous savez quoi? Moi, je condamne l'État. Excusez-moi beaucoup. Mais c'est l'argent du contribuable que vous avez investi et vous n'avez pas assuré le retour de cet investissement. Parce que, si j'achète un avion ou un véhicule, et on amène le véhicule, c'est bon, et aucun baignoire ne peut l'opérer, à quoi bon de l'avoir acheté? Dites-moi. Quand on prend... Non, attendez. Je parle des produits congelés. Les promoteurs de produits congelés qui font des chiffres d'affaires. Je viens à ça. Vous avez fait l'agriculture, l'élevage au Bénin une fois. Si vous aviez essayé, vous allez comprendre. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour pousser à la culture, à la production de ça? Je vous donne un exemple. Très rapidement, parce que nous sommes pratiquement Si j'étais dans une certaine position, faites de la manipulation des tasses, des douanes, pour encourager que nous ayons de l'industrialisation à l'intérieur. Même avant la ZLECA, c'était facile. Très facile. Mais est-ce qu'on a voulu? C'est juste, mais là, si on parle... Mais vous voulez que les gens jettent l'argent quelque part? Non, ils n'ont pas c'est plusieurs... Non. Et ils vont perdre, ils vont disparaître. Avec le coût des investissements... Avec le coût des investissements, beaucoup de possibilités s'offrent à ceux qui brassent des milliards en termes de chiffre d'affaires. Quand je prends les produits congelés simplement, pour faire les cartons de poissons, comment ça se fait? Un bateau pêche, ils font de la congélation bord et ils conditionnent et ils envoient. Ça, ce n'est pas une aussi grande technologie. Le navire. Non, ça c'est le navire. Non, j'ai travaillé dans des projets du genre. Oui. Il faut avoir le navire. Oui. Et avoir les warehouses congelés, les magasins congelés, c'est de l'argent. Quand on prend l'abattage, et pour ici, des gens les banques vous accompagnent comment? Non. Ici, les banques finalement, les banques commerciales n'accompagnent pas. Nous allons revenir à la ZLECA, chers messieurs. La BAD qui accompagne ce genre de projets d'installation. J'ai dit, la responsabilité est partagée entre aussi bien les chefs, les promoteurs d'entreprise et l'État aussi. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une volonté au niveau des entrepreneurs, qui ait cette vision. Des gens ont investi actuellement dans l'industrie plastique, par exemple. Ils produisent beaucoup. Il y a beaucoup. Le financement vient d'où? Chers invités, nous sommes pratiquement à la fin. La ZLECA est l'opportunité pour les entreprises qui ne sont pas très fortes de se mettre ensemble pour conjuguer leurs efforts pour produire davantage. Et celles qui sont fortes? Et celles qui sont fortes, justement, sur le continent, il n'y a pas encore d'entreprises assez fortes pour évoluer seules. Il faut toujours chercher à se mettre dans un ensemble pour pouvoir devenir fort. Il faut créer des groupes pour pouvoir couvrir le continent. Si vous ne couvrez pas le continent, l'étranger qui viendra s'installer, ne devenez pas jaloux. Il va réussir, il va brasser beaucoup de milliards et nous allons regarder. Mais si nous voulons être forts, c'est le moment ou jamais de se mettre ensemble. On n'a pas le choix. On doit apprendre à travailler avec les autres. On doit apprendre à avancer avec les autres. On n'a pas le choix. Sauf si nous voulons, viser des niches et gagner le peu. Et si on nous laissait les niches, parce que quand la ZLECA va s'installer, les grands distributeurs au monde, comme les Walmart et Consort, vont venir sur le continent. Merci beaucoup, M. Kotchou. Alors, M. Vianou, se mettre ensemble, c'est ça le secret de la réussite de la ZLECA? En matière commerciale, est-ce que c'est forcément se mettre ensemble? Les gens vont lancer des OPA, c'est grandi ou péri, et ils vont
ils vont racheter d'autres groupes. Comme ça, on commence par les observer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Vianou. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission Espace Éco. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec monsieur Serge Vianou. Il est juriste fiscaliste, spécialiste du droit bancaire et financier également, associé dans le cabinet Fiscagès. En face de lui, nous avons monsieur Georges Cocchou, consultant en développement. Merci, cher monsieur, d'être passé sur SICA TV et à très bientôt.